Good afternoon, ladies and gentlemen. Bonjour, mesdames et messieurs. We start our presidency, Nous allons last presidency press conference tenir after the cette dernière informal conférence ECOFIN. de presse après l'ECOFIN informel. Aujourd'hui, nous avions à traiter deux points avec des discussions très importantes. Il s'agit de la configuration future du système financier, d'abord, et puis le deuxième point, c'était la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale. Je vais peut-être démarrer avec le premier point, car malheureusement, Michel Barnier n'a pu rester, mais Victor Constancio pourra compléter mon intervention si j'ai oublié quelque chose. La discussion a porté sur les perspectives d'avenir, sur les mesures qu'il faudra prendre pour que les systèmes financiers européens soient plus résilients face aux crises. Bien sûr, l'union bancaire est un volet de ce dossier, mais sachant que la discussion avait surtout eu lieu la veille en ce qui concerne l'union bancaire, la discussion n'a pas porté sur ce point aujourd'hui. Et les conclusions qu'on a tirées, c'est que, en ce qui concerne la configuration future des marchés financiers, c'est une discussion très large. Elle ne se limite pas au pilier système bancaire. Il s'agit aussi de restructurer les marchés des capitaux, de les reconstruire, de les élargir. Et ça, dans une situation différente de celle des États-Unis, où les marchés des capitaux ont en effet une grande importance pour ce qui est du crédit aux entreprises. Le secteur bancaire est donc différent. En Europe, tout passe par les banques pour ce qui est des entreprises. Elles dépendent du crédit bancaire et donc le système bancaire est très important en Europe lorsqu'on parle d'encadrement juridique. Il faut aussi pouvoir veiller à ce que les marchés des capitaux puissent prospérer, qu'ils soient là pour les entreprises, surtout les PME. Ça avait déjà été dit hier dans notre séance de travail. Donc, en fait, il y a encore beaucoup à faire. Lors du débat, nous avons également entendu Sharon Bowles, qui est en fait à la tête de la commission financière au Parlement. Donc, il y a eu beaucoup d'échanges. Les informels, c'est toujours des manifestations complexes, puisqu'il y avait aussi les gouverneurs des banques centrales qui étaient présents, pas seulement les ministres. Et dans ce contexte, comme il y avait aussi le Parlement européen, sa présence était importante parce que nous avons besoin d'une bonne coopération avec le Parlement. La présidence comprend que le Parlement européen est une enceinte très importante, un organe législatif qui représente les citoyens européens. Donc, dans toutes nos activités, il s'agit de tenir compte de l'accueil de nos actes juridiques au Parlement européen. Autre point qui a été longuement discuté, la fragmentation, le morcellement des marchés. Et pour ce qui est du marché financier, c'est très important. Il y a une fragmentation au niveau du secteur bancaire, mais également dans l'ensemble des marchés financiers de l'Union, les marchés des capitaux de l'Union. Donc, il s'agit de voir comment on peut réduire ce morcellement. Une des idées qui a été évoquée, mais qui n'est pas encore sous forme de projet de texte législatif, et qui sera encore discutée, c'est l'idée de normes de gouvernance uniforme. Entre nous, il faut commencer aussi à parler de conditions s'appliquant à l'insolvabilité dans l'Union, car ce sont des éléments déterminants pour la fragmentation du secteur.
Vitor pourra peut-être compléter ce que je viens de dire. Et puis ensuite, sur la fiscalité, je donnerai la parole au commissaire Šemeta qui résumera la discussion. Merci, Monsieur le Ministre. J'ai finalement peu de choses à ajouter à ce que vous avez déjà dit. Effectivement, on a discuté du système financier européen qui, depuis la crise, a été profondément modifié avec un grand désendettement, désengagement du secteur bancaire, avec également une augmentation de l'importance du marché obligataire pour financer les grandes entreprises. En même temps, changement des modèles économiques des banques. À cela s'ajoute le gros problème de la fragmentation, surtout du secteur bancaire. Effectivement, c'est la crise qui a montré que cette fragmentation dépasse même ce lien entre la dette souveraine et le secteur bancaire. Effectivement, on assiste également à une fragmentation dans l'économie réelle, des taux de croissance qui sont différents selon les pays. Et cela influence l'évaluation des banques pour ce qui est du prêt à d'autres banques dans des pays soumis à tension. Donc, c'est là d'autres problèmes à régler, surtout si l'on veut que la croissance soit plus homogène dans tous les pays européens. Ensuite, autre chose, il faut absolument davantage intégrer le marché des capitaux, notamment le marché des actions. Mais là, le problème est encore plus complexe. Effectivement, la raison pour laquelle ces marchés des capitaux et des actions ne sont pas plus intégrés maintenant sont tout simplement la résultante de législations différentes en matière de droit des sociétés, droit de la faillite et en matière de fiscalité. Tous ces éléments qui seraient normalement de nature à renforcer l'intégration sont exclus de la portée des traités parce que les États membres préservent une très grande autonomie sur ces dossiers en dépit de certains progrès et d'une certaine harmonisation, mais il n'y a pas de base pour imposer cette harmonisation. Là, les problèmes sont réellement graves et devraient être sérieusement creusés par les membres de la zone euro. Effectivement, pour pouvoir obtenir tous les avantages de l'intégration dans une zone monétaire unique, cette intégration serait un élément très important et ces pays devraient réellement harmoniser ces trois aspects qui pourraient contribuer à améliorer l'efficacité, la taille et l'efficience de ce marché des capitaux et des actions. Monsieur Šemeta. Good afternoon, ladies and gentlemen. Bonjour. Il y a près d'une semaine, au G20, nos chefs d'État se sont engagés en ce qui concerne l'échange automatique d'informations pour ce qui est de la norme en matière de fiscalité. C'est un pas en avant important qui aurait été inconcevable il y a 5 ans. L'Union s'est fait le champion de cet échange automatique d'informations depuis des années. Elle a dit que c'était le meilleur instrument contre l'évasion fiscale. Nos partenaires mondiaux sont maintenant finalement prêts à suivre nos pas. Cet objectif ambitieux est donc accompli aujourd'hui et ça nous a donné une occasion très utile de faire le point et de voir où nous en étions en tant qu'Union. Les progrès réalisés cette année dans la lutte contre l'évasion fiscale sont le témoignage de ce qui peut être fait lorsque les États membres travaillent tous dans le même sens. En ce qui concerne l'échange automatique d'informations, nous avons l'expertise et l'expérience et la puissance collective qui nous permet d'influencer l'environnement international. Et nous devons continuer à travailler ensemble
pour exercer notre influence. Et en ce qui concerne le principe de l'échange automatique, il est établi. La mise en œuvre sera le prochain défi. Nous devons assurer qu'au fur et à mesure qu'on développera cette norme, elle puisse compléter l'approche communautaire. Ça doit être efficace en termes de coûts, ça doit respecter la protection des données et la législation à cet effet. Il faut qu'il y ait la réciprocité. Il faut également demander une adoption rapide d'une norme mondiale qui soit conforme au travail que nous avons fait au niveau de l'Union dans ce domaine. La participation de M. Gurias à la séance de travail a été très utile. L'Union a travaillé très étroitement avec l'OCDE pour arriver à une meilleure gouvernance mondiale. Et nous pensons que cette coopération pourra continuer au même niveau de respect mutuel que ce n'a été le cas par le passé. Entre-temps, entre nous, nous devons garder notre niveau d'ambition. Nous pouvons maintenir notre position en tant qu'avant-coureur dans ce dossier en révisant la directive sur l'épargne et notre directive sur la coopération administrative proposée cette année. Au sommet de mai, nos chefs d'État se sont engagés à soutenir l'échange d'informations aussi étroit que possible au sein de l'Union. Et donc, il faut qu'il y ait une évolution qui devrait intervenir, y compris l'adoption de la directive épargne, d'ici la fin de la présidence lituanienne. Avant de conclure, je voudrais faire quelques observations en ce qui concerne la taxe sur les transactions financières. Elle n'a pas été discutée aujourd'hui, mais elle a été l'objet de beaucoup de spéculations ces derniers jours. Donc, c'est une occasion de corriger le tir. La Commission est tout à fait confiante quant à l'égalité de la TTF qui a été proposée. Nous refutons toute prétention qu'elle serait contraire au traité ou qu'elle mettrait en péril le marché unique. Ça n'empêche que nous avons compris que les États membres devaient être confiants dans la certitude juridique lorsqu'ils négocieront cette proposition. Et c'est pourquoi nous sommes prêts à répondre à toute question qui pourrait nous être posée. Nous continuerons à donner toutes les explications nécessaires pour arriver à un progrès rapide vers un compromis fructueux sur la TTF. Merci. Vos questions et votre identité et à qui vous posez la question, s'il vous plaît. Hi, Suzanne Lynch from the Irish Times. This is a question for the Commissioner. Une question que j'adresse au commissaire. Vous dites, aujourd'hui, vous avez discuté de l'échange automatique d'informations dans le cadre des arrangements fiscaux, des systèmes fiscaux individuels, ou bien est-ce que vous avez parlé de pays individuels et de leur obligation à échanger ces informations? Réponse. Aujourd'hui, nous avons discuté de l'échange automatique d'informations des particuliers. Mais on a élargi le champ de la discussion et c'est vrai que certains participants ont parlé également du BEPS, donc l'érosion de la base et le transfert des bénéfices. Mais je le répète, cela a été abordé, mais l'essentiel est de savoir comment au niveau de l'Union européenne, on progresse vers cet échange automatique d'informations en n'oubliant pas qu'une norme globale a été approuvée par les chefs d'État du G20. Maintenant, l'UE doit rester pionnière en la matière, à l'avant-scène, et il faut discuter de la manière dont nous allons procéder. Etoria from Le Temps newspaper from Geneva. Did you discuss, Commissioner, how you would continue to deal? Est-ce que vous avez parlé de la manière dont vous traiterez avec les pays tiers? Est-ce qu'il y aura un changement de votre mandat du fait de la décision du G20 la semaine dernière? C'est un point qui a été traité pendant la discussion. J'ai présenté la vision de la Commission et personne n'a objecté. En ce qui concerne notre approche,
Nous estimons que l'élément clé est qu'il ne faut pas tomber dans l'autosatisfaction et attendre en plus que tous les détails d'une norme mondiale soient fixés. Il faut continuer notre travail de notre côté, ce qui veut dire qu'on va s'en tenir au mandat qui a été donné à la Commission en ce qui concerne les négociations avec les États voisins. Ces négociations continueront. Il y a d'ailleurs une ouverture qui a été constatée du côté des partenaires pour négocier cet échange automatique d'informations, alors que c'était inimaginable il y a quelques années seulement. Cela reflète bien l'évolution générale au plan mondial. Jim. Jim Brunston from Bloomberg News. C'est une question que j'adresse au commissaire. Monsieur Semeta, j'ai bien entendu ce que vous avez dit pour la TTF, mais est-ce que vous n'avez pas toujours un problème avec l'avis de la Cour? De toute évidence, en termes législatifs, c'est un peu bancal. Et vous discutez de quelque chose qui pourrait devenir illégal. Il y a même un État membre qui risque de vous attraire devant la Cour. Alors, est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux marquer le pas, réfléchir, parce que sinon, le risque est que ce soit annulé. Pour Monsieur Constancio, est-ce qu'on pourrait avoir la position de la BCE sur cette taxe? Est-ce que vous pensez que c'est positif, avec un impact positif sur la croissance dans la zone euro? Réponse. Tout d'abord, j'aimerais vous corriger. Ce n'est pas une décision de la Cour. C'est un avis du service juridique du Conseil. Effectivement, l'affaire a été portée devant la Cour par le Royaume-Uni, mais ici, je tiens à être clair. Ce dossier concerne un tout autre sujet. Cela concerne la procédure de coopération renforcée en tant que telle. Et ça n'a absolument rien à voir avec l'avis du service juridique du Conseil. Donc, il ne faut pas établir de lien entre les deux. Moi, je pense qu'il y a eu un malentendu à propos de l'interprétation de cet avis du service juridique du Conseil. En fait, ils ont fait un commentaire sur un seul paragraphe de la proposition. Comme je l'ai dit dans mon introduction, nous sommes convaincus que les arguments de la Commission ainsi que les arguments du service juridique de la Commission vont prouver à suffisance à nos États membres que l'approche adoptée dans notre proposition est correcte et ne viole aucune des dispositions du traité. D'ailleurs, au début de la semaine, on a eu une réunion d'un groupe de travail du Conseil où on a discuté de la TTF et les États membres ont terminé la première lecture de cette proposition. Et je pense que nous allons présenter tous les arguments aux États membres pour la prochaine réunion du groupe de travail du Conseil. Donc, les travaux se poursuivent et il n'y a vraiment aucune raison d'interrompre ces travaux par de nouvelles réflexions. Thank you. Merci. La fiscalité ne relève pas des compétences de la BCE. Donc, la BCE n'a pas de position sur cette taxe sur les transactions financières. Et il n'y en aura pas à l'avenir. La BCE ne rédigera pas d'avis sur cette taxe.
Nous avons simplement précisé qu'à la lumière de nos connaissances, surtout au vu de la manière dont les marchés, pour les marchés à très courte maturité, jusqu'à 1 an, là, au vu de nos connaissances en la matière, on est prêt à informer les États membres. Nous avons déjà un dialogue avec la Commission à propos du fonctionnement de cette taxe sur les marchés monétaires, sans plus. Je n'ai donc absolument rien à ajouter à ce que nous avons déjà dit à propos de cette taxe. On. There we are. Thanks very much. From MLEX, John Riga. First, actually, a question for the Commissioner. À l'adresse du commissaire, pourriez-vous expliquer à qui vous adressez cet avis du Conseil? Parce que dans le groupe, tous les membres sont présents. Or, si un État membre devait décider qu'il y a un conflit, c'est essentiellement avec ceux qui ne sont pas dans l'enceinte qui décident, si je comprends bien. Donc, à l'avenir, quand on discutera du futur de l'union bancaire, est-ce qu'on pense revenir à une garantie de dépôt conjointe? Est-ce que c'est une idée qui est morte? Vous l'avez bien dit, c'est la coopération renforcée comme procédure. Et l'avantage de cette procédure, c'est que, en dépit du fait qu'il n'y a qu'11 États membres qui ont décidé de la suivre, en ce qui concerne la taxe, les 28 participent aux négociations et aux discussions. Donc, la procédure de prise de décision, elle se fait à ce niveau. Donc, c'est le groupe du Conseil qui est la bonne formation pour présenter l'argumentation du service juridique du Conseil ou de la Commission. Nous ne prononçons pas d'avis sur un avis. Notre service juridique a l'intention de faire un document de travail où il présentera toute son argumentation à l'appui de la proposition de la Commission. Je le souligne une fois encore ici, on parle d'un élément spécifique de la proposition, on ne parle pas de l'ensemble de la proposition. Et pour le système de garantie de dépôt, c'est une directive qui est passée en trilogue il y a longtemps. À la mi-2012, elle a été interrompue parce qu'un travail a commencé sur d'autres questions du secteur bancaire. Or maintenant, puisque l'accord politique est atteint et au niveau de la BRDE et au niveau du trilogue, on a passé le stade politique, on a repris le travail sur la garantie de dépôt. Cette idée, elle n'est pas oubliée, mais je dois dire que tout dépendra du progrès qui est enregistré et de la structure qui ressortira du trilogue en ce qui concerne la résolution bancaire. Donc, la résolution bancaire, la garantie des dépôts, bon, le fait de savoir si ça sera traité de manière distincte ou pas, ça n'est pas encore résolu. Nous sommes en discussion. D'abord, la directive et ensuite la garantie de dépôt. J'ajouterai un élément au-delà de la directive qui est en discussion et qui porte sur, en fait, l'harmonisation des systèmes nationaux existants pour ce qui est des garanties de dépôt. C'est en effet important parce que c'est une harmonisation qui renforcera le rôle des systèmes de garantie de dépôt dans l'Union, y compris les pays de la zone euro. Mais au-delà, un système de garantie de dépôt européen est pour nous certainement
un élément de l'union bancaire future. Mais il faut que, et on le sait, attendre, ça viendra plus tard. Nous l'avons accepté, c'est une idée qui n'est pas vitale dans la première étape de l'union bancaire. Cet élément ne doit pas être forcément sur la table tout de suite. On peut attendre, on attendra donc. Mais on continue à avancer même sans cela. Alex Barker, Financial Times. It's a question for Mr. Constancio. Une question pour M. Constancio. Vous avez été très clair à propos de la configuration du mécanisme de résolution unique. Alors, les progrès en termes d'ambition de la réforme et le calendrier de cette réforme sont des facteurs importants pour la BCE pour commencer la création du mécanisme de surveillance unique, ou pas. Non, il faut que ce soit indépendant. Tout simplement, c'est la résultante de la législation. Cette législation qui a été votée au Parlement et qui sera également votée sous peu au Conseil, cette législation impose, au vu de l'article 237 du traité, impose que la BCE fasse fonctionner le mécanisme de surveillance un an après le règlement. Donc, nous sommes obligés de le faire et nous le ferons. Alors, nous sommes déjà intensément préparés. Il y a déjà eu tout le travail technique, les orientations, les lignes directrices, les manuels qui ont été préparés. Et donc, nous ferons tout cela indépendamment de ce qui va se passer avec le mécanisme de résolution. Mais ce que nous avons dit sans embâche, c'est que tout superviseur européen veut disposer de ce mécanisme de résolution au moment où il faut mettre en liquidation une banque. Donc, ce qui est en jeu ici, c'est l'éventuelle résolution de banques transfrontalières. Si cela se situe dans un contexte national, bon, ça va poser des difficultés. On les a connues dans le passé au cours des dernières années. Donc, nous voulons un mécanisme européen de résolution qui soit en place pour accompagner ce premier pilier de cette union bancaire. Mais nous le concédons également. Ça ne va pas être dès le départ. Nous sommes superviseurs et on n'aura pas tout de suite des résolutions bancaires, a fortiori pas des résolutions de banques transfrontalières. Donc pour nous, c'est absolument nécessaire dans le contexte que j'ai évoqué hier avec les trois caractéristiques que j'ai énumérées. Mais ça ne dépend pas, c'est indépendant de la création du mécanisme de surveillance. Plus de questions? Merci à tous. Merci au commissaire. Merci au vice-président. Merci à tous.